Le poids des mots, le choc des photos, ça a été un slogan que j'ai mis de l'avant et qui a été accepté par l'ensemble des auteurs du guide, ou des deux guides, parce que le guide convoyeur aussi a eu la même façon de fonctionner. On a pris un choix délibéré d'illustrer fortement les concepts présentés afin de simplifier l'accès à la connaissance. Pourquoi? Parce qu'une image vaut 1000 mots et elle doit être beaucoup plus parlante que des paragraphes de texte. Et essayez, on va dire en quelques secondes, de vous dire comment je vais écrire et décrire ce qui est à droite dans l'image, le fait que ce soit protégé, le fait qu'on mette des distances de sécurité, qu'il y ait des éléments qui sont... On n'y arrivera pas à faire aussi succinct, aussi clair, aussi simple. Le slogan, c'est le slogan d'une littérature qui n'est pas une littérature scientifique, qui n'est pas une littérature grise, mais qui est un magazine français qui est toujours d'actualité. L'image, elle est tirée du guide convoyeur qui a été publié en 2003, et on a fait beaucoup d'efforts sur les illustrations. Donc, ce guide-là, le guide protecteur fixe, on a utilisé des informations qui sont tirées de normes, de guides ou d'autres publications antérieures. On a regardé le monde francophone et le monde anglophone, donc ça c'est l'avantage au Québec. On a été obligé de regarder le système métrique et le système impérial, c'est un peu l'inconvénient d'être en Amérique du Nord. Mais on verra qu'il y a aussi à d'autres endroits, on mélange un peu ces deux systèmes. Et on a passé de nombreuses heures, et aussi ça associé à des coûts, sur les dessins et les illustrations afin de les rendre le plus lisibles et le plus concis possible. On a vraiment beaucoup travaillé dessus et on s'est dit que des photos, c'était pas efficace. Les dessins étaient beaucoup plus faciles à faire et efficaces en termes de discours. Notre utilisateur, on ne sait toujours pas qui c'est. On a pensé effectivement aux utilisateurs, aux concepteurs, aux propriétaires, et on s'est basé, par exemple, la question, elle était déjà d'actualité en 1914, et M. Hansen, qui a fait un guide sur des éléments de sécurité, lui a visé les architectes, les ingénieurs, les surintendants, les contremaîtres, les inspecteurs, les mécaniciens et les étudiants. Donc, c'était déjà pas mal large. On a regardé ces éléments en arrière. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours d'actualité. Par exemple, ils avaient déjà des éléments de sécurité sur les échelles. Bertrand, qui m'a présenté, a travaillé un peu sur ce sujet-là. Et ils avaient déjà, en 1914, des éléments sur le cadenassage. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. On en reparle toujours, mais notez qu'en 1914, le cadenassage était déjà vulgarisé et connu. On a fait aussi un effort de nouveauté, c'est-à-dire qu'on a voulu créer de nouvelles illustrations pour éviter le copier-coller qui existe dans le domaine de la sécurité des machines. Je vous donne juste deux petits exemples. En 88 et en 2017, c'est la même illustration, mais ce n'était pas la même série de publications, et en 2000 et en 2005. Donc, on a voulu s'éloigner de ça pour pouvoir avoir des illustrations nouvelles. La genèse du guide. Donc, pourquoi ce guide-là? Début 2000, beaucoup d'accidents. 2005, plan d'action, machine de la CSST à l'époque, CNESST maintenant. Et là, la CSST décide de dire, ça suffit, on va regarder les machines et on commence à envoyer les inspecteurs avec des objectifs pour sécuriser les machines. Mais vite, novembre 2005, suivi du plan machine, on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément une cohérence complète dans l'ensemble de la province et que peut-être des solutions amenées dans certaines régions administratives de la CSST ne sont pas les mêmes que d'autres. Donc là, la CSST décide d'inviter l'IRSST à participer à l'élaboration d'un guide qui va servir de référence, guide basé sur le chapitre 3 de l'ED 807 de l'INRS. Donc, on a identifié une source et puis on s'est dit, on va faire quelque chose, mais on va l'adapter pour le lecteur québécois à la législation québécoise. Donc, 2006-2007, beaucoup de travaux en comité, discussion, choix, correction, modification pour décider ce qu'on va mettre dans le guide. Mi-2007, dépôt du document au comité conseil des publications de la CNESST et ensuite tout le processus d'édition a suivi
pour un lancement en mars 2008 à la Biennale des inspecteurs, où Benoît Laflamme, le responsable du projet, et moi-même avons présenté à tous les inspecteurs de la CNESST qui étaient réunis en biennale. À l'époque, on travaillait encore à la main, donc on avait des courriels, on s'échangeait, on les imprimait et on faisait un travail de moine dessus pour dire qu'il y avait des éléments à corriger. Donc, vous allez revoir le petit bout de tableau, on va revenir là-dessus tout à l'heure. L'organisation du guide. On en est à la deuxième version. Il y a eu une version donc 2008, une réimpression en 2011 avec quelques ajustements mineurs. Je ne sais même pas s'il y a eu une nouvelle publication officielle associée à ça. Et en 2023, une remise à niveau du guide au complet. Donc maintenant, vous le trouvez uniquement en version numérique, l'illustration de droite en vert. L'organisation du guide, en 2008, on s'était basé sur une architecture. Première section, généralité. Deuxième section, principes généraux de gestion du risque. Ensuite, protecteur, protection contre les risques d'écrasement, protection par éloignement et protection des angles rentrants. En 2023, on a réajusté l'organisation. On a gardé la section généralité, on a ajouté quelques définitions, mais globalement, on n'a pas fait de changement majeur. Les principes généraux de gestion du risque ont été transférés dans un nouveau guide appréciation du risque, publié par la CNESST. La protection contre les risques d'écrasement est montée en deuxième, excusez-moi. Les protecteurs sont passés, on va dire, en troisième position. Puis là, il y a eu quelques petits changements, quelques ajustements. Et la protection par éloignement, donc les distances de sécurité, dans cette section-là, il y a eu des changements majeurs dont je vais vous parler dans les prochaines minutes. Et ensuite, protection des angles rentrants, on n'a quasiment rien changé. Il y a eu un changement, on va dire, mineur. L'introduction du guide. On fait référence à la hiérarchie des moyens de réduction du risque parce qu'on estime que c'est le meilleur outil qui nous permet de décider est-ce que le moyen que je veux utiliser est cohérent par rapport à mon phénomène dangereux et à mon risque. On fait quand même référence à l'article 63 de la LSST qui indique que nul ne peut fabriquer, fournir, vendre, louer, distribuer ou installer un produit, un procédé, un équipement, un matériel, un contaminant ou une matière dangereuse à moins que ceux-ci ne soient sécuritaires et conformes aux normes prescrites par règlement. Ce qui veut dire que, grosso modo, mettez pas une machine sur le marché au Québec si elle n'est pas sécuritaire. Vous pourriez avoir un retour de bâton via la LSST. 32 définitions, donc on a fait un peu comme dans des normes, on définit tous nos termes avant de les utiliser dans le guide. La hiérarchie de réduction du risque, la voilà. Elle nous permet de savoir est-ce que je peux d'abord travailler en prévention intrinsèque en supprimant par exemple le phénomène dangereux, puis si je peux pas, est-ce que je fais de la réduction du risque? Ensuite, est-ce que je vais utiliser un protecteur fixe, protecteur avec dispositif ou des dispositifs de protection? Ces 4 premières facettes-là, c'est le domaine de l'ingénieur et de la protection collective, c'est-à-dire quelle que soit la personne qui va arriver à côté de la machine, si quelqu'un a utilisé ce processus-là, la personne sera protégée, elle sera en sécurité. Pourquoi? Parce que la machine en soi, on a utilisé des moyens de réduction du risque collectif. Inversement, si on utilise avertissement, signalisation, méthode de travail ou EPI, il va falloir que la personne comprenne le signal, soit formé ou porte les EPI pour être protégé. C'est de la protection, on va dire, plus individuelle. Le guide, aujourd'hui, porte essentiellement sur la partie protecteur, un petit peu sur la partie prévention intrinsèque au-dessus, mais pas beaucoup. Les sections sans changement, la première partie, protection contre les risques d'écrasement, on indique qu'on peut éviter de coincer des personnes si on laisse des distances sécuritaires entre les parties fixes et les parties mobiles, ou que si on n'arrive pas à avoir ces distances sécuritaires, on peut réduire, si on réduit les efforts, on va réduire les dommages sur le corps humain. Donc ces éléments de conception basés sur la prévention intrinsèque, on a tenu à les garder dans le guide pour dire aux utilisateurs des machines,
Il y a des solutions qui peuvent se prendre au niveau de la conception, ne les oubliez pas. Ensuite, on a défini les types de protecteurs et on a donné un outil de choix pour les protecteurs. C'est-à-dire, si vous avez besoin d'accès régulier, si c'est des organes de transmission d'énergie, il va falloir par exemple organes de transmission d'énergie, protecteur fixe, accès régulier, protecteur mobile. Donc, on a donné des outils pour décider quel type de protecteur on peut utiliser. On s'est basé sur les normes de type C, comme le RSST. Depuis 2023, le RSST a été modifié et le RSST cite expressément des normes spécifiques ou normes de type C. Et à ce moment-là, on peut s'appuyer dessus. Et sinon, on peut s'appuyer sur une appréciation du risque selon l'ISO 12100 ou la CSA Z432-2016. Et on a rajouté des éléments pour une bonne conception des protecteurs, chose qui n'était pas présente dans la première version du guide. Alors, un protecteur, c'est quoi? C'est une barrière physique qui est conçue comme un élément de la machine qui assure une fonction de protection. Alors, barrière physique, on peut appeler ça un carter, un blindage, un couvercle, un écran, une porte, une enceinte. C'est quelque chose qui empêche physiquement l'accès à la zone dangereuse. Le protecteur fixe, c'est le protecteur qui est fixé de telle manière qu'il ne puisse être ouvert ou démonté qu'à l'aide d'outils ou par destruction des moyens de fixation. Donc là, on va y mettre quelque chose de permanent sur la machine qui va embêter les utilisateurs et qui va embêter aussi ceux qui vont faire de la maintenance par derrière. Donc le protecteur fixe, c'est une des solutions, mais il ne peut pas convenir à l'ensemble des problèmes d'une machine. Un protecteur fixe enveloppant, par exemple, il y en a un sur l'illustration. La courroie est dangereuse. Il y a des angles rentrants ici et là en fonction du sens de rotation des poulies et de la courroie. Et donc, l'objectif, c'est d'empêcher totalement l'accès à cette zone-là. On comprend bien qu'un jour, il va falloir aller changer la courroie, donc démonter les protecteurs. Protecteur fixe enveloppant, lui, va toujours laisser un accès possible à la zone dangereuse, souvent par le dessus, et il va protéger, il va limiter l'accès grâce à ses dimensions et à son éloignement de la zone. Donc, quand on regarde l'illustration, on se dit qu'effectivement, notre machine qu'on considère dangereuse au milieu, avec des protecteurs de cette hauteur-là, on ne va pas pouvoir y accéder facilement. Par contre, si ma barrière, je la descends beaucoup plus basse, elle est à la même distance, mais l'accès sera plus facile à la zone dangereuse. Donc, il va falloir moduler cette hauteur en fonction des distances de la distance, et c'est ce qu'on va voir par la suite. Des éléments qu'on a rajoutés pour aider les utilisateurs et les concepteurs, c'est des éléments sur la conception et les caractéristiques des protecteurs, pour dire qu'un protecteur, c'est fait pour protéger, donc le faites pas trop lourd, faites en sorte que quand on le déplace, on ne se blesse pas avec. Donner de la visibilité à la machine, parce que les utilisateurs ont besoin de voir souvent ce qui se passe, et si vous mettez un protecteur qui est complètement opaque, il se peut que des utilisateurs enlèvent ce protecteur pour voir la machine, voir le déroulement du procédé. La section qui intègre le plus de modifications, c'est la section sur la protection par éloignement. Donc, comme c'est illustré, on a soit l'atteinte par le haut, notre zone dangereuse se situe au-dessus de nous, soit une atteinte par-dessus un protecteur fixe de maintien à distance, comme l'illustration précédente, ou alors un accès au travers d'un protecteur, parce qu'un protecteur, de temps en temps, on va faire des trous dedans pour diverses raisons. Il y a aussi l'accès avec le corps humain au complet. De temps en temps, il peut y avoir deux protecteurs qui ne sont pas complètement joints et qui laissent un espace dans lequel on pourrait se glisser. Et il y a l'accès en dessous des protecteurs. Souvent, les protecteurs fixes de maintien à distance, on garde une petite hauteur par rapport au sol pour pouvoir nettoyer. Donc, tous ces éléments-là, il y a eu des modifications importantes par rapport à la première version. Pourquoi? Parce qu'on s'est basé sur l'évolution de la norme ISO 13857, donc version de 2019, qui fusionne depuis 2008 les normes 13852 et 13853. Et le guide précédent, la version 2008, citait aussi la norme CSA. On va voir un petit peu tout ça par la suite.
Atteindre vers le haut, le plus gros changement, c'est qu'on passe de 2,50 m à 2,70 m. Donc, en dessous de 2,70 m, maintenant, un phénomène dangereux doit être protégé. Alors oui, si je lève ma main, je fais pas 2,70 m. Mais raisonnablement, on va protéger avec ces hauteurs-là. Déjà dans les années 60, le BIT avait fait un règlement type pour les entreprises et il citait 2,60 m comme hauteur de sécurité. Et la Nouvelle-Zélande citait 2,44 m, basé sur des jugements. Donc là, c'était passé en cours en Grande-Bretagne dans les années 50, avec des documents et des essais de sécurité. Pour mémoire, le RSST, au niveau des convoyeurs, article sur les convoyeurs, jusqu'en 2023, disait qu'au-dessus de 2,1 m, on n'était pas obligé de protéger. Là, on a fait un choix éditorial dans le guide protecteur pour les convoyeurs et puis dans le guide protecteur fixe. Nous, on a pris 2,50 m, même si on était plus sécuritaire que le RSST. Atteindre par-dessus un protecteur, là, on n'aura plus une seule dimension, juste la hauteur. On va avoir la hauteur de la zone dangereuse, A, la hauteur du protecteur, B, et la distance par rapport au protecteur, C. La hauteur de la zone dangereuse, ça peut être le haut, ça peut être le bas de la zone dangereuse. De temps en temps, il va falloir réfléchir. Et on se dit que si on arrive à passer une portion de nos membres supérieurs, on va pouvoir, dans ce cas-là, balayer un demi-cylindre. Et puis, on ne veut pas que notre main puisse venir en rencontre avec la zone dangereuse. Alors, un des documents qu'on a utilisé, qui a été réutilisé aussi par d'autres, c'est le document Protection des machines et ergonomie, publié en 1964 en Nouvelle-Zélande, par le BIT et traduit par nos amis de l'INRS en France, qui s'appelait INS à l'époque. Et ce graphique-là, il permet de dire, en fonction de la hauteur des protecteurs, en fonction de la zone dangereuse, quelle sera la distance de sécurité. Si je prends une hauteur de 1,20 m de zone dangereuse, un protecteur de 1,58 m, on s'aperçoit que de 1,52 m, on s'aperçoit que l'intersection est ici, et quand je descends, on est à peu près à 60 cm. On va voir la dimension dans un tableau par la suite. On l'a ici. Hauteur de zone dangereuse 1,22 m, hauteur de protecteur 1,52 m, on a notre tableau qui nous dit 61 cm de distance de sécurité. Donc ça, c'était un tableau publié, la version de droite, en 64 en Nouvelle-Zélande. Les Anglais ont publié une norme en 88, la BS 5304, qui a été reprise et qui est devenue la EN 294 en 92 et la ISO 13852 en 1996. Donc, on est passé d'un truc un petit peu bizarre, on va le voir tout à l'heure, à quelque chose, on va dire, d'un petit peu plus classique, avec des sauts de 20 cm en 20 cm. Puis si on regarde, par exemple, ces deux lignes-là, elles sont semblables. On a des zéros partout à 2,44 m, on a des zéros partout à 2,50 m. Et puis, pour une distance, on a à peu près 90 cm, alors que là, on a 1 mètre pour un protecteur de 1,20 m. C'est semblable. Pourquoi un tableau aussi bizarre à droite? C'est parce qu'on a un système impérial par derrière. 1,62 m, c'est 60 pouces. 1,83 m, c'est 72 pouces. Et quand on regarde verticalement, on s'aperçoit que c'est de 12 pouces en 12 pouces aussi. Le système impérial n'était pas tout à fait mort à cette époque-là. Donc, par contre, en 1996, la norme ISO a apporté une notion de risque. Alors là, je vais vous faire travailler. Je vous mets une petite matrice. Gravité, probabilité, 4 cases. Je vous demande de classer 3 niveaux de risque. Le plus faible, le moyen et le plus élevé. À mon avis, ce ne sera pas trop dur. Je pense que dans votre schéma mental, vous devriez avoir ce genre de résultat. R2, le risque le plus élevé. R3, le risque le plus faible. Et puis les deux autres ont les mêmes moyens. On ne se trompe pas trop. Maintenant, si je vous dis, classez-moi ça en 2 niveaux. Faible, élevé. Comment vous faites votre petite représentation mentale? Là, vous pouvez laisser tourner votre hamster, on va revenir, on arrivera là-dessus. Il y a 2 cases, c'est facile, il y en a 2, on ne saura pas. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en 1996, on a eu 2 tableaux, je vous en ai montré un seul tout à l'heure, et puis si la blessure est grave, prenez le tableau 2, si la blessure n'est pas grave, prenez le tableau 1. Donc il va falloir qu'on juge est-ce que notre risque
notre blessure est grave. Puis en 2008, ils n'ont pas dit blessure, ils ont dit risque faible, puis risque non faible, tableau 1, tableau 2. Ils ont donné dans la norme des éléments de réflexion, mais ils se sont aperçus dans les années 2015 que les notes qu'ils avaient données, elles n'étaient pas évidentes, et puis ça n'aidait pas au choix risque faible, risque élevé. Donc en 2019, ils ont dit gravité faible et faible probabilité d'apparition de la blessure, tableau 1 égale risque faible. Et donc, en 2019, la norme a dit risque faible, c'est juste une case, risque élevé, c'est les 3 autres cases de notre matrice. Donc, ça a changé le résultat. Pourquoi? Parce qu'au début, on pensait que risque faible, c'était le tableau général, puis maintenant, c'est risque élevé qui devient le tableau général. Donc, ça, c'est le tableau dans le guide pour les cas généraux. Donc, dès qu'on va trouver un phénomène dangereux, on va être obligé d'utiliser ce tableau-là. Qu'est-ce que veut dire le 800 dans une case? Ça veut dire que pour un phénomène dangereux à 2,20 m et un protecteur à 1,80 m, il faut que ma distance de sécurité soit de 800 mm au minimum. Et on n'est pas toujours dans ces cases-là. Qu'est-ce qu'on fait quand on tombe entre 2 cases? Est-ce qu'on fait une moyenne? Non, surtout pas. Donc la norme dit on ne peut pas faire de moyenne entre 600 et 500 ou entre 700 et 600. Il faut aller utiliser la valeur la plus élevée. Et donc, un protecteur de 1,90 m à une distance de 65 cm, les 4 cases du haut sont bonnes. Pourquoi? Parce que au maximum ici, la norme me dit qu'il me faut 60 cm ou plus. Donc c'est bon, j'ai 65. Mais dès qu'on va être en dessous, il nous faut 70 ou 80 cm de distance de sécurité. Donc ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas jusqu'ici, ça ne fonctionne pas jusque-là, et ensuite ça refonctionne. Donc, un protecteur de 1,90 m à une distance de 65 cm va protéger pour un phénomène dangereux compris entre 0 et 1 mètre et supérieur à 2,60 m. C'est finalement peut-être pas aussi facile que ça à utiliser ce tableau-là. Il paraît très simple, mais d'utilisation, il est plus compliqué. Et il faut rajouter aussi qu'on peut accéder à la zone dangereuse à travers s'il y a des ouvertures. Donc là, maintenant, le guide, la nouvelle version, se base uniquement sur la norme ISO 13857, alors que la version précédente se basait sur CSA et ISO. Attention, si vous avez du personnel de moins de 14 ans, ce qui peut arriver en agriculture, en hébergement, en tourisme, et ainsi de suite, il faut aller chercher un autre tableau qui est plus restrictif. Et donc, je vous invite à aller voir le Sécurimètre, l'application compagnon de l'IRSST, pour calculer les distances de sécurité à travers les ouvertures. Alors, il y a les ouvertures en forme de fente, il y a des ouvertures en forme de carré, il y a des ouvertures en forme de cercle. Elles n'existaient pas dans la norme CSA et dès 2008, on a intégré les formes de cercle dans le guide. Et il y a les ouvertures en forme de, on va dire, patatoïde, les ouvertures irrégulières. Et pareil, dès 2008, on a intégré ces ouvertures, ces calculs d'ouverture dans le guide, alors que la norme CSA de l'époque n'utilisait pas ça. L'ouverture un petit peu bizarre, il faut calculer nos 3 distances de sécurité pour nos 3 formes qui englobent l'ouverture, et il faut prendre la distance la plus sécuritaire. Ce n'est pas si facile non plus. Donc, atteinte au travers, on a rajouté aussi des éléments qui n'étaient pas présents dans la première version du guide pour dire, si vous passez votre bras puis que vous le bougez, ça fait comme s'il y avait une demi-sphère d'accès. Et cette demi-sphère, c'est 85 cm. Je reviens sur des versions antérieures. Le BIT en 1964 disait 84 cm. Et la norme CSA Z432 était à 91,5 cm. Donc, un petit peu plus sécuritaire. Elle l'était moins sur la dimension, sur l'ouverture sur la taille des ouvertures, mais en termes de distance de sécurité pour un bras, la norme CSA était meilleure. On a rajouté aussi le passage pour le corps entier, parce que de temps en temps, sur certaines machines, on peut se glisser, soit de façon horizontale, verticale ou par des trous. Et donc, on a redit qu'il existait des dimensions à utiliser pour éviter le passage du corps entier dans un protecteur. Et
atteinte par le dessous, on a repris les dimensions de la norme ISO 13857, mais par contre, dans le guide, on fait un choix, on dit « allez éliminer à la source ce risque-là ». Deuxièmement, utiliser une norme de type C si la machine contient, s'il y a une norme de type C qui est publiée pour ce type de machine. Puis sinon, en dernier lieu, utiliser les données de la norme ISO 13857. Pourquoi? C'est pas qu'elle soit pas bonne, c'est que c'est possible de faire ça aussi. Donc, un accès par en dessous, on va être obligé de le calculer pour des membres inférieurs, puis ensuite, on va être obligé de se poser la question, raisonnablement, quelqu'un va-t-il y aller avec ses membres supérieurs? Si oui, il va falloir prendre les données des membres supérieurs qui, elles, sont moins restrictives. Donc, pour ça qu'on dit éliminer si possible. Deuxièmement, aller chercher la norme de type C, puis sinon, réfléchissez. Protecteur d'angle rentrant, on a modifié un petit peu les éléments. Il y a eu un changement, c'est le calcul de la distance de sécurité, de la zone qui permet de calculer le départ de la distance de sécurité. L'idée, c'est de se dire, si je mets mon doigt juste devant mon angle rentrant, ben le petit dièdre rouge, c'est ce qui est dangereux, il ne faut surtout pas rentrer dedans, mais on calcule la zone de sécurité par rapport au bord du dièdre et non pas par rapport au centre des rouleaux. C'est technique, mais c'est un petit changement basé sur des normes un petit peu différentes. Là, il n'y a pas de normes spécifiques. C'est les réglementations qui changent d'un pays à l'autre. Les différentes normes utilisées, j'en ai parlé beaucoup. Version 2008, on avait utilisé l'ISO 13852 et l'ISO 13853. On savait que la 13857 s'en venait. Elle a été publiée l'année où le guide est sorti. Mais comme elle n'était pas officiellement publiée, on ne pouvait pas la mentionner. Les ouvertures à travers un protecteur, on était basé sur CSA Z432 version 2004 et on utilisait ISO 13852 pour les cercles. Dans la version 2023, on s'est basé uniquement sur la norme ISO 13857-2019. Ça a été un choix qu'on a fait dès le début des guides, bien avant que CSA évolue vers ISO 13857, et CSA est passé de la version 2004 à la version 2024, de quelque chose de 100%, on va dire, canadien, à maintenant, c'est une copie de l'ISO 13857 pour les distances de sécurité. Donc, on a été précurseur à ce niveau-là, et on utilise toutes les dimensions de la norme ISO 13857. CSA, on a gardé les dimensions, on les a laissées dans le guide. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut avoir conçu une machine il y a 10 ans, et puis on estime que si elle est protégée adéquatement par rapport à la norme il y a 10 ans, on n'est pas obligé de défaire les protecteurs et de les refaire maintenant. Donc, le grand changement, 2,70 m pour les risques faibles, alors que c'était 2,50 m avant. Ça, c'est le changement majeur. Le reste, c'est l'utilisation de la norme ISO 13857. Alors, en termes de discussion, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a quelques valeurs dans les tableaux des risques faibles qui permettent l'accès à la zone dangereuse. Donc, pour une norme de sécurité, ce n'est peut-être pas l'idéal. La norme a été republiée en 2019 sans modification, mais il y a quelques triplets ABC qui permettent l'accès aux zones dangereuses. Et puis, début 2000, on avait fait un démonstrateur de cette norme-là, qui est, oui, effectivement, des personnes pouvaient atteindre certaines zones dangereuses. En haut, il y en a une, et en bas, il y en a 3. Donc, c'est-à-dire, par exemple, pour un protecteur d'1,60 m, une zone dangereuse à 2,40 m et 10 cm du protecteur peut être atteinte assez facilement. Et pareil, une zone dangereuse à 1 mètre de haut et à 30 cm du protecteur peut être atteinte aussi en passant par-dessus. C'était pour les risques faibles. Ça a été un problème, on va dire, jusqu'en 2019. Depuis 2019, c'est plus ce tableau-là qui est utilisé pour les risques en général. Donc à ce moment-là, on n'a plus cette discussion-là à avoir. Et déjà, dès 2002, il y a eu des discussions au niveau européen dans un comité de normalisation sur ces dimensions qui pouvaient donner accès à des zones dangereuses. Un exemple, je vous fais le détail. Voilà ce que donne la norme pour les accès aux zones dangereuses et voilà ce que donne la norme pour les risques graves. Et on comprend bien que si on a une intersection de notre demi-cercle avec les zones assurées en jaune, on est capable d'atteindre la zone dangereuse. Et puis on s'aperçoit que notre demi-cercle qui représente le bras n'est pas capable d'atteindre
les zones protégées avec le tableau risques généraux maintenant. Donc ça, c'est bien, c'est bon. Alors en conclusion, c'est un nouveau guide, ou une nouvelle version du guide, avec quelques changements majeurs, passage de 2,50 m à 2,70 m, une mise à jour des normes. C'est arrimé avec la nouvelle version, la nouvelle section 21 du RSST, avec les normes de type C. Et donc c'est un bon outil pour assurer la sécurité des personnes avec des protecteurs fixes. J'ai quand même des rêves après ce guide-là. Intégrer directement les données dans la conception assistée par ordinateur, ça permettrait directement au concepteur de savoir que ce qu'il dessine est sécuritaire ou pas. Rééditer le guide sur les convoyeurs parce qu'il a été retiré et éditer un guide sur les dispositifs de sécurité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vous ai parlé des protecteurs, mais je ne vous ai pas parlé du tout des dispositifs de sécurité associés ou non à des protecteurs. Et ça, c'est la tendance. Le protecteur fixe ne peut pas gérer tous les problèmes d'une machine. On va être obligé de mettre des dispositifs de sécurité ou des protecteurs avec des dispositifs de sécurité. Merci de votre attention jusqu'à la fin.